Bonjour chers abonnés d'Omerta, bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui nous allons faire un petit point d'actualité avec Charles. Des manifestations se sont déroulées aujourd'hui jeudi 18 septembre dans les grandes villes de France. Les autorités pointent un risque de débordement très important. Qui manifeste aujourd'hui dans Paris, Charles? Alors bonjour à tous. Alors j'allais dire de manière un peu triviale qu'aujourd'hui c'est le rassemblement, les manifestations des crasseux. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit qui participe et qui a appelé à participer à ces manifestations, on a, je dirais, on n'a tout simplement pas les gens normaux, les gens qu'on trouvait lors des manifestations des Gilets jaunes, les gens qui travaillent, les gens qui ont des familles, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment le rassemblement de ce que l'extrême gauche produit de pire dans la société, c'est-à-dire euh, les Black Blocs, les punks à chiens, les 68 arts attardés, c'est vraiment le pire du pire. Voilà. Et habituellement, à la rentrée, on a toujours ce qu'on appelle la rentrée sociale, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de manifestations qui je dirais, ont des revendications en général sociales ou économiques fortes. Là, cette manifestation aujourd'hui, elle est structurée, préparée, organisée, elle est faite pour le pire de l'extrême gauche. Voilà. L'objectif de l'extrême gauche, en réalité depuis plusieurs semaines, c'est de faire une démonstration de force pour pouvoir peser dans le débat public. C'est une journée à très haut risque. Le ministère de l'Intérieur d'ailleurs s'en alarme. Il y a des dizaines de milliers de policiers et de gendarmes qui sont mobilisés aujourd'hui, tout simplement parce qu'à chaque fois que cette population manifeste, et on l'a vu d'ailleurs, c'est depuis des années, en fait, Paris et les grandes villes sont complètement retournées. Les centres-villes sont saccagés, les boutiques sont brûlées, les voitures sont brûlées. Il y a des agressions de passants, il y a des agressions de policiers, il y a des dégradations énormes sur la voie publique. Et donc c'est une journée à haut risque et surtout c'est une journée qui ne donnera strictement rien puisque je dirais que l'extrême gauche sur les valeurs sociétales est strictement alignée sur les positions d'Emmanuel Macron, qu'elle a d'ailleurs fait élire au second tour de la dernière présidentielle. Donc quelque part, Macron est aussi un peu le candidat et le président de l'extrême gauche. Les voix de l'extrême gauche ont fait élire Emmanuel Macron. Donc simplement, il y a un mouvement de fond chez tous ces manifestants qui est un mouvement révolutionnaire et anarchiste. Et en fait, ce qu'ils rêvent dans leur fort intérieur, c'est en fait de prendre le contrôle du pays par un coup d'État, par un coup de force. Et je dirais à chaque manifestation, ils s'entraînent un peu plus pour pouvoir un jour y arriver. Il y a ce fond vraiment ultra-révolutionnaire bolchevique qui est extrêmement présent chez ces manifestants. Il faut rappeler aussi que ces manifestants ont contribué à, je dirais, saboter le mouvement des Gilets jaunes, puisque le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement de simples citoyens et de gens qui travaillent, de gens honnêtes et de gens qui en ont eu marre, d'ailleurs, pas seulement sur les questions sociales et économiques, mais aussi sur la manière dont Emmanuel Macron exerce le pouvoir, dans l'arrogance dont il fait preuve lorsqu'il s'adresse au peuple. Eh bien, ce mouvement a été saboté par ces mêmes personnes qui aujourd'hui manifestent. Lorsque ces Black Blocs et cette extrême gauche et ces punks à chiens ont compris que le mouvement des Gilets jaunes prenait de l'ampleur et que c'était un vrai succès populaire parce qu'il répondait à des attentes et qu'il faisait venir dans la rue manifester des gens qui habituellement ne manifestaient pas, parce qu'il faut rappeler que les gens qui travaillent, qui ont un emploi, qui ont des familles, en général n'ont pas le temps d'aller manifester. Donc là, c'était un vrai succès pour les manifestations des Gilets jaunes. Eh bien, ils ont infiltré ces manifestations et ils ont saboté. Et en fait, ils ont contribué, je dirais, à l'augmentation de la violence policière et à la dégradation du climat de ces manifestations qui, au début, étaient tout à fait bon enfant et qui étaient orientées dans un sens assez positif, c'est-à-dire de la manifestation d'un ras-le-bol, mais en même temps la recherche de solutions. Voilà. Donc c'est une journée à haut risque et les personnes qui manifestent aujourd'hui sont vraiment l'incarnation totale de ce qu'est l'anti-France, aussi bien chez les punks à chiens que chez les racailles à capuche. Et vous pouvez en dire plus sur leurs revendications? Mais justement, il n'y a pas vraiment de revendication. En fait, ils font ce qu'on peut voir sur les pancartes, c'est une opposition à Le Cornu ou à Bayrou. Bon, je pense qu'ils sont effectivement, ils sont très antilibérales, donc je dirais qu'il y a
il y a une manifestation contre la politique économique du gouvernement. En réalité, ce qu'ils souhaitent, c'est surtaxer les riches, c'est rendre l'État encore un peu plus obèse. C'est aussi, d'ailleurs, au-delà de tout ça, c'est tout simplement l'anarchie. C'est ouvrir les frontières aux migrants clandestins, c'est des régularisations massives. Enfin, c'est le wokisme poussé à son, j'allais dire à son extrémité, mais le wokisme étant déjà une extrémité, je dirais c'est aussi le wokisme le plus radical. On peut formuler ça comme ça. D'ailleurs, je l'ai dit dans la question précédente, ce qui les rapproche d'Emmanuel Macron, c'est sur les questions sociétales, c'est un alignement, c'est un strict alignement sur la question de la GPA, sur la question de la transidentité, sur la question de la PMA, sur toutes les valeurs sociétales, ils sont exactement alignés avec la Macronie, puisqu'il y a une colonne vertébrale en fait entre les libéraux libertaires que sont Emmanuel Macron, les mondialistes, et cette extrême gauche qui est en fait aussi sur tous ces aspects exactement au diapason. Et donc il y a une alliance comme ça qu'on peut a priori qu'on ne perçoit pas entre l'extrême gauche et les libéraux libertaires. Voilà. Les questions économiques en réalité sont assez je ne pense pas que ce soit le centre de la manifestation, le cœur de la motivation des manifestants. Ces manifestants viennent pour en découdre avec les forces de l'ordre, pour se compter, pour faire une démonstration de force et pour, comme à chaque fois, tout casser. Il est évident que jamais rien ne sortira de telles manifestations qui, en fait, je crois, dégoûtent les gens normaux, mais qui sont la preuve qu'une petite minorité d'excités et de radicalisés eh bien, arrive en fait à donner une image de la France à l'international qui est catastrophique, parce que ces images de casse et de voitures qui brûlent et de centres-villes complètement retournés, des Champs-Élysées qui sont fermés, etc., ça circule dans le monde entier. Et donc, quand on, comme Emmanuel Macron prétend faire la guerre à la Russie en Ukraine, qu'on parle de la coalition des volontaires, etc., mais qu'on n'est pas capable de faire respecter l'ordre dans le centre de Paris, à 500 mètres des Champs-Élysées, je crois qu'on devrait être un peu plus modeste et qu'évidemment, il faudrait, ce qui n'a pas été fait, démanteler ces groupuscules d'extrême gauche, de Black Bloc, et je pense aussi peut-être revoir un peu l'état de droit à la française qui en fait aujourd'hui conduit de facto à protéger les casseurs, pas que les casseurs d'ailleurs, mais enfin aujourd'hui c'est surtout des casseurs dont on peut parler, et c'est tout à fait inadmissible et c'est incompréhensible aux yeux du monde et aux yeux de pays qui eux arrivent, je dirais, à gérer ce genre de situation ou à les éviter. Ça existe, hein, il n'y a aucun problème, les exemples sont nombreux. En France, ça fait des années que ça ne marche pas parce qu'il y a une lâcheté du pouvoir politique qui laisse ces bandes d'anarchistes eh bien, tout retourner sur leur passage au cœur des grandes villes. Et quels sont les dispositifs mis en place par les autorités ? Alors il y a des dispositifs, je dirais, pour, entre guillemets, pour d'urgence, c'est-à-dire Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, parle de 80 000 policiers et gendarmes mobilisés pour encadrer ces manifestations. Il est aussi extrêmement ferme dans les mots, ça on ne peut pas lui enlever. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment les moyens. Je dirais qu'il a les moyens peut-être de contrôler l'incendie, mais un incendie, il y aura, c'est sûr, c'est certain. Mais je crois que Bruno Retailleau, malheureusement, n'a pas les moyens de ses ambitions. Il y a une volonté, mais il manque de moyens. Quand on voit le tabassage des 7 policiers à Reims par des bandes de racailles il y a quelques jours, on voit bien que la police, en fait, n'est pas très respectée, que ce soit par des racailles ou par l'extrême gauche. Il y a un vrai problème de respect de la police, il y a un problème de respect de l'autorité de l'État, il y a un problème de respect des agents du ministère de l'Intérieur. Et puis, il y a un problème aussi au niveau de la justice, c'est-à-dire que souvent, ces casseurs, lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont traduits en justice et copent de peines qui sont extrêmement légères. Et je le redis, dans la plupart des pays du monde, quand on a des manifestations comme ça, les gens terminent en prison pendant des années. Mais nous avons souvent des juges qui sont complaisants, voire complices. Et de l'autre côté, nous manquons de moyens pour pouvoir envoyer ces gens en prison pendant des années, faire respecter ces peines, empêcher qu'ils ne sortent, qu'ils ne bénéficient de mesures d'aménagement et qu'ils ne sortent avant la fin de leur peine.
Et puis je le redis, je le disais, c'est l'état de droit qu'il faut absolument réviser parce que toutes ces structures ultra-violentes devraient être systématiquement dissoutes, interdites, démantelées. Les organisateurs devraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Voilà, il y a aujourd'hui un manque de fermeté que tout le monde constate. Quand on est en France, malheureusement, on est un peu habitué à tout ça. Donc je dirais que ça fait partie du paysage politique. On sait que 1 à 2 fois par an, les Champs-Élysées vont être incendiés, que les villes vont être retournées, etc., qu'on risque de perdre sa voiture. C'est rentré dans la mentalité, dans les habitudes des Français qui sont un peu, je dirais, malheureusement résignés. Mais, vu de l'extérieur, c'est-à-dire, en fait, dès qu'on sort des pays de l'Europe occidentale qui sont malheureusement tous la cible de ces phénomènes d'extrême gauche, eh bien, c'est incompréhensible. Et je le redis, il y a beaucoup de pays où il y a des situations qui ne sont pas forcément simples, mais qui ont les moyens je dirais, de contrôler, je dirais, de se préparer et aussi des moyens de la répression qui est normale. Quand quelqu'un se livre à des activités criminelles, à des activités qui sont illégales, comme ça en plus en bande, je dirais, il doit être neutralisé le plus vite possible, il doit être mis derrière les barreaux. Et c'est malheureusement une faiblesse française depuis 30 ans qui s'accentue. Et c'est une faiblesse plus globalement des pays occidentaux qui sont, je pense, bien trop tolérants. Et la Russie vient d'organiser des exercices militaires appelés Zapad. Ils ont été menés en Biélorussie avec l'armée de ce pays. Pourquoi la Russie fait-elle des exercices Zapad en Biélorussie alors qu'elle est en pleine guerre en Ukraine? Alors, les exercices militaires Zapad, qui sont des exercices, comme tu disais, conjoints avec l'armée biélorusse, qui sont déroulés sur le sol biélorusse, en réalité, ils ont lieu quasiment chaque année. C'est des exercices qui répondent un peu à ce que l'OTAN fait. L'OTAN fait aussi des exercices, en général dans des pays de l'Est ou dans les pays baltes. Et je dirais que c'est un peu la réponse russe aux exercices organisés par l'OTAN. Là, cette année, ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'on dit sur les plateaux mainstream depuis 3 ans que l'armée russe est épuisée, qu'elle n'a pas les moyens de faire la guerre en Ukraine, que le matériel est vieillissant, etc., elle arrive à organiser des exercices avec quasiment 100 000 hommes sur le sol biélorusse. Je le dis pour nos auditeurs, malgré les qualités de l'armée française qui sont indéniables, notamment les valeurs de ses sous-officiers et de ses officiers, l'armée française est incapable d'organiser un exercice avec 100 000 hommes. Incapable. Quand on organise un exercice avec des pays alliés, c'est maximum 5 000 hommes. Là, c'est 100 000 hommes juste en Biélorussie. Ce qui veut dire que l'armée russe, qui a aussi ses faiblesses, dispose d'un vivier de ressources considérables. Des ressources humaines, mais aussi des ressources techniques qu'ils ont mis en œuvre en Biélorussie. En Biélorussie, il y a des manœuvres classiques d'une armée conventionnelle avec des blindés, de l'artillerie, de l'infanterie, mais il y a aussi le déploiement, je dirais, d'unités de dronistes dernier cri à la pointe de la technologie, qui ont une expérience opérationnelle acquise en Ukraine qui est inégalée dans le monde. Les Ukrainiens ont cette expérience, mais avec les Russes, en fait, il y a 2 pays qui maîtrisent aujourd'hui les drones, pas sur un polygone à l'entraînement, je dirais, dans un cadre un peu préservé. Les 2 ont cette expérience du drone en temps de guerre, dans les tranchées, dans les bunkers, dans les immeubles. Les armées occidentales n'ont pas cette expérience. Donc les dronistes sont déployés, les meilleures équipes de dronistes ont été déployées lors de ces exercices. Et puis il y a le déploiement évidemment de l'aviation et des missiles balistiques qui aujourd'hui qui ne sont pas parfaits, mais qui aujourd'hui sont sans équivalent, au moins dans les pays d'Europe occidentale. Les pays d'Europe occidentale ne sont pas équipés de ces matériels, ne sont pas équipés des bombes planantes, les fameuses FAB qui permettent aux Russes je dirais, de détruire systématiquement les points fortifiés les plus importants ukrainiens dans le Donbass. C'est grâce à ces FAB et aux drones aujourd'hui que les Russes peuvent progresser. Et donc c'est une démonstration de force qui en fait vient contredire et vient briser le narratif des médias mainstream occidentaux, en particulier des médias mainstream français, qui expliquent que la Russie est à terre et qu'elle n'aura bientôt plus les moyens de faire la guerre. Et justement, sont-ils une menace pour les pays européens?
Alors c'est le narratif aussi mainstream, c'est d'expliquer que les pays d'Europe occidentale seraient menacés par la Russie. C'est un mensonge et une manipulation, ou alors c'est de la naïveté, je dirais, de l'idiotie, mais je ne peux pas croire que les... quoique, c'est peut-être d'ailleurs un mélange des deux, souvent. Si on regarde les choses de manière pragmatique et en prenant un peu de recul, on voit que malgré ces exercices Zapad, l'armée russe est concentrée en Ukraine. C'est une guerre qu'elle a les moyens de gagner, mais c'est une guerre qui va lui demander du temps et énormément de ressources. Donc elle n'a pas les ressources aujourd'hui pour attaquer la Pologne, pour attaquer les pays baltes, etc. D'autre part, je crois que Vladimir Poutine est tout sauf fou. Et donc son objectif aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Son objectif aussi, avec des éléments de langage, c'est un peu de mettre la pression sur les populations européennes, ça c'est évident. Mais considérer que demain, l'armée russe serait en capacité d'envahir les pays de l'Union européenne, c'est totalement mensonger. Les Russes n'en sont pas capables et je crois que les Russes n'en ont pas la volonté. Pourquoi Vladimir Poutine irait, je dirais, briser l'économie russe, briser l'armée russe sur des forces occidentales qui sont quand même structurées et bien équipées, pour récupérer quoi? Pour récupérer les centaines de milliers de clandestins en Allemagne ou en France? Non, ça n'intéresse pas les Russes, j'en suis persuadé. Ce que veulent les Russes, c'est neutraliser l'Ukraine, ça c'est évident. C'est récupérer le plus de territoire possible en Ukraine, ça c'est évident. Au moins pour cette partie du Donbass, peut-être jusqu'à Kiev et Odessa. Le reste ne les intéresse pas. Voilà. Mais on est dans un rapport de force et dans une guerre communicationnelle où, je dirais, les Russes doivent montrer qu'ils sont forts, qu'ils n'ont pas peur, remettre les Occidentaux à leur place. Et dans cette guerre communicationnelle, les Occidentaux, pour expliquer et justifier le soutien à l'Ukraine, notamment tout cet argent que les contribuables européens et français en particulier payent pour l'Ukraine et qu'ils ne reverront jamais, eh bien, il faut expliquer que la Russie est une menace et que les chars russes pourraient débarquer à Paris. Voilà. Très bien, y a-t-il quelque chose à rajouter? Oui, à nos amis auditeurs qui nous écoutent, qui nous font l'amitié de nous écouter, je leur demande de s'abonner à cette chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est très important pour nous de liker, commenter, partager cette vidéo. Et aussi de s'abonner à notre dernier magazine, Iran, Syrie, Gaza, l'offensive des néoconservateurs, que vous pouvez trouver en kiosque ou auquel vous pouvez vous abonner via notre site internet www.omertamedia.fr. Merci à tous, merci à Charles d'avoir participé. Merci Salma, merci à tous.